et bonsoir. Salut bonsoir tout le monde, bonsoir. bonsoir. Comment ça va? Très très bien. Grosse journée pour tout le monde, j'ai l'impression aujourd'hui. Pas beaucoup d'énergie là ce soir, mais... J'espère que ça va bien pour vous aussi dans le chat, j'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là encore à nous suivre semaine après semaine, deux semaines après 2 semaines pour le coup, vu qu'on est quand même sur un format bimensuel. Ce soir, on est nous quatre plus évidemment Maxence en régie, plus notre invité qui est déjà avec nous en régie également, Philippe Burny. On fait un petit coucou à Margot, qui n'est pas là avec nous ce soir malheureusement. Qui est au travail, parce qu'il y en a qui travaillent dans ce monde. Oui, mais qui va bientôt prendre des vacances bien méritées, parce que Margot travaille 24 heures sur 24 environ, c'est un peu l'idée. 300 heures sur 24 par an à peu près. C'est ça. Mais du coup, un programme encore bien chargé. Ce soir, on a des thèmes hyper variés. Je propose qu'on fasse un peu le tour. Aline, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? On change pas une équipe qui gagne. Je reviens avec un sujet de politique nationale parce que c'est quand même mon truc préféré. Et on va parler du financement des partis parce qu'il y a un groupe de citoyens qui a été hier à la Chambre des représentants. Et ils n'étaient pas très contents de l'avancée ou plutôt justement du fait que ça n'avance pas sur le financement des partis. Top. Et toi, Gustave? Et moi, pareil, je vous refais un sujet politique international cette fois-ci, mais on ne va pas aller en Amérique latine, on va se diriger vers des températures beaucoup plus froides et on va voir ce qui s'est passé du côté du premier tour des élections présidentielles finlandaises. Ok, super intéressant tout ça. Et quant à moi, je vais partir sur un sujet un peu plus léger. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de sport dans cette émission, et donc je vais revenir sur les départs de Jürgen Klopp et de Xavi de leur club et Liverpool et Barcelone. Mais on va embrayer sur l'aspect santé mentale de tout ça, parce que vous allez voir, c'est vachement imbriqué l'un dans l'autre, santé mentale et sport, et je pense que c'est intéressant d'en parler. Et évidemment, au milieu de tout ça, assez rapidement dans l'émission, on pourra accueillir monsieur Philippe Burny, qui parlera de la colère des agriculteurs. On va revenir. Gros sujet en ce moment à Bruxelles et en France. Si vous avez fait des petits trajets en ville, vous n'aurez pas pu les manquer. Exact. Mais avant tout ça, pour commencer, on va parler avec Naed. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la Cour internationale de justice. En fait, dans l'actualité, le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies, a rendu son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires présentées par l'Afrique du Sud en l'affaire relative à l'application de la Convention pour la préservation et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza. Alors, c'est l'Afrique du Sud qui a demandé à la Cour internationale de justice de voir si il y a vraiment du génocide, il y a une atteinte à Gaza, bien entendu par Israël. Donc, dans le rappel un peu des faits, je vais être un peu brève pour parler davantage de la Cour internationale de justice. Et donc, le 29 décembre, l'Afrique du Sud a déposé une requête introductive d'instance contre Israël au sujet de supposés manquements par cet État aux obligations qui lui incombent au titre de Convention pour préservation et répression du crime. Et donc, le 4 janvier... C'est très technique. Je vais te laisser respirer 2 minutes en répondant à Margiela et à Sylvie qui nous disent bonjour dans le chat. Bonjour. 2 viewers hyper fidèles de l'émission, ça fait plaisir de vous voir. Toutes les émissions. De ouf. Du coup, tu nous parlais de la décision de la CIJ. Oui, après on va voir comment la Cour internationale de justice fonctionne, qui fait quoi, elle traite quoi, etc. Alors, on commence par la première photo, s'il te plaît, Maxence. Peut-être petit point actu par rapport à cette plainte Afrique du Sud-Israël. Donc, ce qui a été décidé le 26 janvier, c'est des mesures, d'ordonnance, mesures d'urgence. Oui. Il n'y a pas encore du tout de décision qui a été décidée sur le génocide. Ça pourrait prendre des années, cet aspect-là. C'est juste sur les mesures d'urgence pour la protection de la population qui a été décidée le 26 janvier. Voilà. Et là, on voit le... Voilà, et ça c'est l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. Et on va parler encore comment la Cour internationale de justice procède, quelles sont les étapes à suivre, qu'est-ce qui est légitime ou pas. Et la deuxième photo, s'il te plaît Maxence, donc
La Cour internationale, qui a son siège à La Haye, est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Alors, son but principal est de promouvoir l'état de droit au niveau international. D'accord? Alors, voilà. La troisième photo, s'il te plaît, Maxence. Alors, voilà, on voit bien qu'il s'agit de juges. Et donc, elle est composée de 15 juges élus pour 9 ans. Par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, qui siègent en tant que magistrats indépendants et ne peuvent comprendre plus d'un juge de la même nationalité. Donc, un juge par nationalité. Et c'est tous les pays du monde qui peuvent être, des juges de tous les pays du monde qui peuvent être représentés ou que certains? Il y a certains. Ils changent tous les 9 ans et ça dépend, mais jamais 2 de la même nationalité. Okay. En même et temps. là, on peut trouver sur le site de la CIG, on peut trouver les noms de tous les juges et à chaque rapport, il y a qui dit quoi, il liste tout, etc. C'est très transparent. Ouais. Alors, la composition de la Cour doit représenter les principales formes de civilisation et les principaux systèmes judiciaires du monde, comme je viens de dire. On peut voir ça sur leur site. Alors, c'est peut-être un peu un casse-tête quand même d'avoir la composition et de tout respecter. Pas 2 personnes de la même nationalité. ça, c'est très en résumé parce que, voilà, notre chronique, c'est pour 15 minutes. D'accord. Aline, tais-toi. On va dire un truc, voilà. Alors, quel est son rôle, d'accord? En fait, elle a double rôle. C'est vrai, bon, elle garantit pas mal de choses, mais elle a un double rôle. Le premier, c'est régler conformément au droit international les différents ordres juridiques qui lui sont soumis par les États. D'accord? Et là, voilà, on peut dire qu'elle a rendu 110 arrêts depuis 1946 sur des questions concernant, comme vous pouvez l'imaginer, frontières terrestres, délimitation maritime, souveraineté territoriale, le non-recours à la force, les violations du droit humanitaire international, etc. D'accord? Et donc, le droit d'asile, c'est une liste vraiment trop longue. Alors, le deuxième rôle, c'est de donner des avis consultatifs. Alors, c'est sur les questions juridiques qui peuvent lui poser qui peuvent lui poser les organes et institutions internationales. Alors, ce sont ces organes internationaux qui... merci. Attends, on a juste un abonnement. Ouais, quelqu'un vient de reprendre un Clickers. abonnement pour le 3e mois consécutif. Merci beaucoup, C'est Black son Clickers. 6e mois d'abonnement. Là, il a Aussi aimé un le sujet. vieweur fidèle. C'est bien. Il a aimé le sujet quand même. Merci. Voilà. On a des viewers très fidèles, hein, C'est franchement. ça, exactement. Voilà. Alors, Tu disais, donc, voilà, il donne des avis consultatifs. Oui, alors ces organes et institutions internationaux, ils sont autorisés à proposer ou bien à demander à la CIG de donner son avis quant à une certaine affaire. Et bien, voilà, elle a donné 27 avis consultatifs concernant, entre autres, le respect du droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo. 27 avis sur combien de temps? Depuis 46, on l'a dernière fois. Depuis très longtemps. okay. Mais Depuis c'est 46, pourquoi elle est plus active dans son rôle principal, le premier. Oui. Mais n'empêche qu'ils peuvent voilà, donner leur avis sur les droits de l'homme, la légalité de la menace, l'utilisation d'armes nucléaires, etc. Et alors, tous les États membres des Nations Unies peuvent se présenter devant elle et lui soumettre les affaires contentieuses. Et voilà, ça c'est, je cite, du site des Nations Unies. Alors, la Cour ne peut exercer ses compétences qu'à l'égard des États qui ont non consenti, donc États admis à rester devant la Cour. Alors, il y a pas mal d'articles, vous pouvez voir ça encore sur leur site, mais on sait bien qu'il y a 193 États qui sont actuellement membres de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, certains d'entre eux ont fait des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. Pas tout le monde. Et il y a toujours des changements, d'accord? Et, oui, ok, je mange le micro, ouais. Alors, on va voir comment la Cour procède-t-elle. D'accord, c'est très bref. Alors, la procédure suivie par la Cour dans les affaires
contentieuse est définie dans son statut et dans le règlement de la Cour adopté en vertu du statut. Oula, Alors, elle comporte... c'est compliqué ça. Est-ce que tu peux nous vulgariser, nous expliquer un peu? Ça va être trop rapide parce que si vous avez regardé un peu, suivi plutôt les hearings ou bien les phases orales, ces phases orales qu'on a présentées devant la Cour où chaque membre présente ses excuses ou bien son témoignage ou bien voilà. Alors il y a deux phases, une phase écrite, on donne tous les documents à la Cour, tout ce qu'on a, etc. Tous les parties échangent des pièces et puis il y a la phase orale. Donc c'est ce qu'on a vu à la télévision et c'est pour tout le monde, pour le public, tout le monde peut assister mais il faut présenter une demande, etc. Okay. C'est un peu compliqué. Alors voilà. Et après, il y a la délibération. Lors de la délibération, si vous passez sur le site, vous pouvez voir que tout est décrit. On parle de tous les témoignages, on parle de toutes les preuves, on liste, on dit quel juge a voté pour quelle décision. Alors, c'est toujours par 15 voix contre 2 et il cite par exemple l'État doit conformément obéir aux obligations. C'est trop juridique, mais on peut le comprendre quand même. Et voilà, finalement, ils peuvent voter pour ou contre une certaine décision. Et finalement, il y a un seul élément à discuter ou bien à expliquer, c'est la différence entre la Cour internationale de justice et bien entendu une autre cour. La Cour pénale internationale, c'est ça. Ouais. Ça peut être parfois un petit peu confus quand on n'est pas expert en droit. Ouais. Voilà. Alors, les deux juridictions sont toutes les deux basées à La Haye. En plus. Donc, aux Pays-Bas. Ça aide vraiment pas. C'est quand même très similaire quand on... Alors, elles sont souvent confondues. Oui. Voilà. Et donc, la CIG fait partie de l'Organisation des Nations Unies, alors que la CPI est un tribunal indépendant. La Cour pénale internationale. Oui, la Cour pénale internationale, c'est un tribunal indépendant. Les pays choisissent d'y adhérer ou pas. D'accord. Okay. Alors, actuellement, il y a 123 qui l'ont fait. Voilà. Et la CIG est beaucoup plus ancienne. Sa première réunion a eu lieu en 1946. La CPI a été créée en 2002. Voilà. Après, la CIJ traite principalement des différends juridiques entre les États, alors que la CPI juge les individus accusés de génocide, de crimes. C'est ça. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça qu'on connaît plus la Cour pénale internationale, parce qu'il y a des grandes affaires, notamment des dictateurs. Oui, c'est plus médiatique souvent. Du Congo, etc. Exactement, ouais, c'est passé par là. Voilà. Alors, encore deux trucs pour terminer. La CPI a jusqu'ici condamné 2 personnes, Thomas Lubanga et Germain, etc. Katanga. Vous pouvez voir ça sur le site encore. Oui, c'était Germain Katanga. Commis à la République démocratique du Congo. Et alors que la CIG a rendu plus de 110 arrêts, comme on vient de dire, couvrant de nombreux domaines des relations internationales. Et la liste est très très longue. D'accord. Alors pour finir, on dit que ces 2 cours sont très intéressantes et essentielles, comme on voit souvent, surtout pour des causes humaines comme les génocides, les guerres, ainsi de suite. Ok, bah, écoute, merci beaucoup Ned d'être intéressé à ces 2 cours. Effectivement, c'est un sujet qui est très technique, ouais, c'est assez juridique. Juste pour vous expliquer un peu que ces cours, on donne des avis, que souvent ces avis passent un peu à l'oubli parce qu'elles sont déconnectées un peu de l'actualité chaude et de l'actualité médiatique. Ça n'empêche que ces cours travaillent un peu dans l'ombre et rendent des verdicts souvent historiques. Mais c'est souvent, ça concerne certains pays, c'est pourquoi parfois on entend parler d'autres fois pas. Oui. Et nous revoilà, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'émission. J'espère que ça va toujours bien pour vous. Nous sommes avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Burny, tu es ingénieur en agroéconomie et professeur à l'agrobiotech à Gembloux.
Exactement, oui. Voilà, tant mieux, nos fiches sont bonnes. Ça commence bien, ok. Philippe, tu es venu pour parler avec nous de la colère des agriculteurs Oui. qui manifestent depuis quelques jours. N'hésite pas à te rapprocher un peu de la table pour le son, pour le micro. D'accord. Voilà, donc tu es venu pour parler avec nous de la colère des agriculteurs qui manifestent depuis plusieurs jours, et même, j'ai envie de dire depuis plusieurs années, même si on prend le mouvement dans son ensemble. Oui. Et en fait, la question qu'on va poser pour commencer, c'est quelles sont en fait les raisons de cette colère? Qu'est-ce qui se cache derrière ce ressentiment des agriculteurs? Ben, je crois qu'il y a surtout un certain ras-le-bol de l'évolution de toute une série de législations qui deviennent de plus en plus contraignantes pour les agriculteurs. Et en contrepartie, il y a des problèmes de revenus, donc il y a une très grande instabilité des revenus, une très grande incertitude. Donc je pense que si vous voulez, il y a un petit peu comme une rupture du contrat social. D'un côté, des agriculteurs qui sont en incertitude, bon, quel sera le prix par exemple du froment qu'ils vont récolter en juillet ou en août prochain, bon, bien malin qui peut le dire, mais par contre il y a de plus en plus de règlements à respecter, de contrôles, etc., et qui sont mal ressentis par les agriculteurs. Et là, tu parlais de disparité, de disparité entre ce que les agriculteurs attendent, l'incertitude dans laquelle ils sont. Oui. Ce qu'on a pu voir aussi en allant un peu sur le terrain, et ce qu'on a pu aussi entendre de ces manifestations, c'est aussi un peu une disparité au sein même du mouvement, Oui. qui reflète un peu la disparité de vie des agriculteurs. Et je me souviens que dans une de tes interventions, tu disais qu'il y avait une grande disparité de revenus entre les agriculteurs. Oui. Et est-ce que ça se reflète un peu, ça aussi, dans la manière dont ils manifestent? Est-ce qu'il y a des revendications différentes en fonction de ceux qui font du blé, ceux qui font de la viande? Est-ce que Oui, oui, ça c'est certain, mais au niveau des manifestations ici, moi je ne pense pas. Je pense qu'ils sont tous confrontés à ce problème, de toute façon, d'incertitude du revenu, même si certains ont des revenus en moyenne plus importants que d'autres. Et il y a aussi ce problème de normes que l'on souhaite leur appliquer de plus en plus, notamment en matière d'utilisation de pesticides, par exemple, avec des mesures qui sont parfois un petit peu, si pas totalement, en dehors des réalités de terrain, justement. Pourtant, on peut se dire que l'application de certaines normes, notamment sur certains pesticides, ça peut être une bonne chose pour la santé. On pense forcément à l'exemple du glyphosate. Donc en fait, c'est aussi l'état de compréhension des agriculteurs, de ce que j'ai pu comprendre en allant les voir un tout petit peu, c'est qu'ils n'étaient pas forcément opposés aux normes en elles-mêmes, mais juste la manière dont elles étaient imposées. Oui, il y a une question de manière, effectivement, et puis bon, il y a quand même une question aussi de rapidité, je vais dire, hein, puisque le Green Deal prévoit par exemple le triplement des surfaces en agriculture biologique. Le Green Deal, c'est un plan de toute une série de législations européennes qui vont avoir des impacts sur la manière dont on peut produire. Européen, exactement, donc, ou le New Green Deal, pour rappeler justement Franklin Roosevelt. Oui, c'est ça. Voilà, dans les années 30, c'est vraiment une politique en faveur de l'environnement dans tous les secteurs possibles et imaginables. Et notamment l'agriculture. Et notamment ici, c'est décliné au sein de l'agriculture. Donc par exemple, on a déclaré là-dedans qu'on voulait tripler les surfaces en agriculture biologique d'ici ou depuis 2021, quand le Green Deal a été lancé, jusqu'à 2030, mais sans se préoccuper par exemple du marché. Bon, il faut savoir que en Wallonie, à l'heure actuelle, l'agriculture biologique c'est 10% de la superficie agricole, mais la part de marché des produits bio dans l'alimentation, ben, c'est 4 ou 5%. Donc ça veut dire que déjà le marché est sursaturé. Donc on peut très raisonnablement se dire, mais comment va-t-on arriver à ce stade, 25% de la superficie agricole européenne en bio d'ici 2030. En région wallonne, on a même poussé jusqu'à 30%, donc on a été meilleur élève. Ouais, c'est ça. Et pourtant, c'est quand même européenne. Donc voilà, ça paraît irréaliste. Hein. Et après, bon, ils s'en sont rendus compte et on a dit, on va lancer une campagne pour promouvoir la consommation de produits bio. Bon, il fallait peut-être y penser un peu avant, d'autant plus que, bon, on a des problèmes de pouvoir d'achat à l'heure actuelle et qu'il y a eu
un sérieux frein quand même dans la consommation de produits bio. Bon, si on prend les pesticides, c'est la même chose. Effectivement, c'est une très bonne idée. Personne ne veut utiliser des pesticides, mais si on vous supprime, on vous interdit un pesticide du jour au lendemain, sans avoir la moindre alternative, ni au niveau chimique, ni au niveau, par exemple, des méthodes de production, ben, évidemment, ça pose des problèmes insolites pour les agriculteurs. Ils sont devant un mur, en fait, vous voyez. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème au niveau manque de perspective et manque de communication vis-à-vis des agriculteurs. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on a pu voir que la FJA, donc la Fédération des jeunes agriculteurs, était quand même vachement mobilisée pour ce mouvement? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on voit beaucoup de jeunes agriculteurs sur le terrain aujourd'hui? Oui, ça c'est clair. Bon, le renouvellement des générations, bon, maintenant c'est un problème. Moi, j'ai toujours connu ça, hein. Et je dirais, c'est quelque part normal, puisque c'est quand même lié à l'évolution technique. Il y a moins d'exploitation. Bon, mon grand-père avait une exploitation agricole avec 4 enfants. Eh bien, il cultivait 13 hectares. Bon, évidemment, il est inutile de préciser qu'il ne roulait pas sur l'or. Donc, il y a eu un progrès technologique, biologique, et les exploitations se sont agrandies avec aussi un meilleur niveau de vie pour les agriculteurs. C'est quoi maintenant la taille à peu près d'une exploitation moyenne en Aussi, Wallonie? en Wallonie, c'est 60 hectares. 60 hectares. Donc on passe de 13 hectares à 60 hectares oui, pour on la taille était, moyenne. bon, il y a 30 ans ici, enfin, quand j'étais étudiant, ben, on était à 25 hectares et on est passé à 60. Donc, ça a plus que doublé au cours de ces dernières décennies, et c'est encore difficile pour certains agriculteurs de s'y retrouver, et surtout pour les jeunes de s'installer. Bon, maintenant, c'est pas spécifique à l'agriculture, hein. Si on prend des métiers comme la boulangerie ou des bouchers, voilà, petits indépendants, ils ont aussi de plus en plus de normes à respecter, beaucoup plus d'investissements à faire pour respecter ces normes, des machines modernes, etc., mais qui coûtent quand même très cher. Et donc, pour un jeune, c'est très difficile de s'installer si on n'est pas dans le milieu, en tout cas. Et donc, on en a déjà un tout petit peu parlé de la PAC, donc la politique agricole commune, donc qui est la politique européenne qui s'applique à tous les États membres, dont la Belgique fait partie. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne dans les grandes lignes? Bon, la PAC, en fait, on peut dire que c'est vraiment la politique agricole européenne. Ça, je crois que c'est toujours le cas, parce que c'est vraiment à ce niveau-là que les choses sont décidées, et c'est à ce niveau-là qu'il y a l'essentiel du budget, contrairement à d'autres secteurs. Bon, voilà, pour l'université. Ici, par exemple, ben, on connaît tous les programmes Erasmus. Donc l'Europe contribue à l'éducation, mais que représente Erasmus par rapport au budget de l'enseignement universitaire en Belgique? Bon, évidemment, c'est des cacahuètes. Au niveau agricole, ça, c'est vraiment là que ça se décide. Donc, bon, pour faire simple, à l'heure actuelle, ben, enfin, ça c'est le grand principe communautaire, c'est la Commission qui propose. Après, évidemment, des palabres avec les États membres, avec la population, puisqu'ils font des sondages, enfin, on peut exprimer son avis, etc. Et ensuite, c'est le Conseil des ministres, donc des 27 ministres à l'heure actuelle nationaux qui ont en charge l'agriculture, qui ont la codécision avec le Parlement européen. Donc c'est comme cela que ça se passe. À l'heure actuelle, en fait, on définit au niveau européen des grands objectifs, et ce sont les États membres, ou à l'intérieur de ceux-ci les régions, bon, pour la Belgique c'est régionalisé, qui doivent, dans le cadre de plans stratégiques, définir comment ils comptent atteindre les objectifs en question. Donc les États membres doivent définir les voies et moyens pour pouvoir atteindre les objectifs communs de la PAC. Étant bien entendu que justement ces voies et moyens peuvent parfaitement différer, puisqu'ils doivent en théorie être les mieux adaptés à la région, au local. Voilà, on se dit, ben, la région wallonne est mieux placée pour définir une politique, des voies et moyens, comment atteindre des objectifs pour son agriculture, plutôt que les fonctionnaires de la Commission européenne. Et dans les faits, c'est vraiment pertinent, c'est vraiment adapté ou pas?
Oui, ça je pense que oui. Bon, il y a eu beaucoup de débats au niveau, par exemple, des niveaux de décision et d'application. Bon, certaines personnes ont dit la politique agricole ne sera plus commune, c'est une sorte de renationalisation, etc. Bon, c'est peut-être vrai, mais alors, d'un autre côté, on ne peut pas... Enfin, avant, on disait le contraire, c'est que c'était beaucoup trop... Les décisions étaient prises beaucoup trop loin, à Bruxelles, comme on dit, qu'on était trop loin du terrain, etc. Donc ici, on ne peut plus dire ça. Du moins en théorie. Dans le chat, c'est quelqu'un qui nous demande si tous les États membres jouent le jeu de l'application de la PAC à égalité. On peut dire que oui, parce qu'il y a des contrôles. Ça, il y a des contrôles tout à fait sérieux qui sont réalisés par la Commission européenne. Donc ça, je me souviens d'une discussion avec un collègue qui traitait des aides à l'investissement, par exemple. Donc il y a toute une série de règles. Bon, eh bien, il était question, en fait, de pénaliser la région wallonne de plusieurs dizaines de millions d'euros parce qu'elle n'aurait pas respecté, justement, telle ou telle règle. Et puis, bon, évidemment, c'est comme toujours aussi, il y a des négociations, et puis on dit, mais si, vous voyez, on a quand même bien interprété la législation, parce que c'est pas toujours facile. Mais enfin, bref, il y a des contrôles par la Commission au niveau de la façon dont les États membres appliquent les règles. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a certains États membres où il y a eu... il y a un organisme de répression des fraudes. Okay. Les aides à l'investissement dont tu parlais juste à l'instant, c'est en fait comment les agriculteurs, comment les exploitants utilisent l'argent donné par la PAC, c'est ça? Non, ça c'est encore bon, il y a beaucoup de mesures. Donc, il y a des aides directes. 75%, bon. Ce premier pilier. Ça, voilà, c'est ça, c'est le premier pilier. Et alors, dans ce que l'on appelle le deuxième pilier, qui est le développement rural, mais qui est un fourre-tout, il y a aussi des aides à l'investissement, qui sont des cofinancements entre l'État membre et l'Union européenne. Donc, par exemple, si un agriculteur veut acheter des machines, ou des machines en commun, par exemple, ou s'il veut du matériel en faveur justement de l'environnement, ou pour le bien-être animal, etc. Donc il y a toute une série de conditions. Il peut avoir des aides qui aujourd'hui sont des aides en capital. Donc ça veut dire par exemple, voilà, il doit faire un investissement dans son étable pour 100 000 euros, eh bien il peut avoir 20 000 euros par exemple d'aides publiques qui sont partagées Union européenne région. Le premier pilier, les aides directes, ça représente quel budget pour la Belgique et pour l'Union européenne? Donc ça c'est l'essentiel, etc. Puisque bon, on a pour la PAC à peu près 50 milliards d'euros. Hein, donc le gros, ou 80% à peu près, c'est justement pour le premier pilier. Au niveau de la région wallonne, par exemple, bon, on a un budget d'environ 260 millions d'euros pour les aides directes. Il y a une séparation entre les régions pour les aides, donc vu que c'est des compétences régionales, oui. Les budgets sont divisés. Donc en fait, les budgets sont divisés au niveau des États membres, puisque l'Europe ne reconnaît que les États membres. Mais évidemment, alors, il y a une deuxième étape au niveau de la Belgique, donc ça fait l'objet de discussions. Je crois qu'il y a 3 variables. Il y a la superficie agricole utile, puisque les aides sont essentiellement réparties en fonction de la superficie agricole. Il y a le nombre de travailleurs, et il y a la valeur ajoutée qui est obtenue du secteur agricole. Mais c'est surtout la surface. Donc en fait, la région wallonne reçoit plus que la Flandre. Et justement, en fait, là, tu nous parles de la PAC, on a l'impression que c'est plutôt bien rodé comme système, c'est-à-dire qu'on laisse l'échelon le plus local décider, il y a des mécanismes de contrôle. Oui. Pourquoi alors est-ce que les agriculteurs visent cette PAC comme étant un de leurs ennemis principaux? Oui, disons que... Principaux, j'ai dit quoi? Principaux. Mince, pardon, excusez-moi, j'ai fauché. On ne peut pas cuter au montage, malheureusement. C'est ça, ouais. Vous l'aurez, elle est gratuite, celle-ci. Mais disons qu'il y a quand même un problème de répartition aussi de ces aides. Bon, ça c'est historique. Au début, en 1958, nous n'étions que 6.
et nous étions très déficitaires en matière de production agricole. Ok. Donc on a décidé très logiquement d'accorder des prix garantis aux principales productions agricoles et des prix garantis attractifs pour les agriculteurs et pour tous les agriculteurs. Bon, on a un petit peu changé son fusil d'épaule avec l'évolution des marchés, la surproduction qui est arrivée, la guerre commerciale dans les années 80 avec les États-Unis, l'Australie, etc. Mais grosso modo, bon, on a transformé ces aides au kilo, je vais dire, en des aides à l'hectare, mais qui sont toujours, voilà, plus on a d'hectares, pour faire simple, et plus on reçoit d'aides. Ça, avant, il y avait un prix minimum pour telle quantité, c'est-à-dire que l'agriculteur était assuré d'avoir telle somme. Voilà. Maintenant, c'est en fonction de l'hectare, c'est ça. C'est ça, donc c'était au kilo. Donc en fait, celui qui produisait plus, ben, bien sûr, il était plus aidé. Donc, mais à l'époque, disons que c'était plus compréhensible dans le sens où on était déficitaire en viande, en céréales, en lait, en sucre, etc. Donc il fallait, c'était logique de dire, on va encourager tout le monde. Bon. D'accord. Maintenant, voilà, on cite toujours ce pourcentage que 20% des agriculteurs reçoivent 80% des aides. En fait, c'est ça, c'est ceux qui ont des grosses fermes, les fameuses Oui. agro-industries reçoivent on encore cite plus toujours, les enfin, financements. c'était la reine d'Angleterre, Oui, qui avait, le roi Charles, donc, ça, qui est en titre, en fait, agriculteur aussi, exploitant, et qui donc est un gros bénéficiaire. C'est 70%, je crois, qui est sa famille royale qui recevra 70% les aides de la PAC, puisqu'ils détiennent, en fait, ils détiennent le sol, ils détiennent le foncier. En fait, c'est un cercle vicieux pour les petits producteurs, quoi. Ils reçoivent pas les aides, c'est un peu ça, c'est difficile de se lancer, donc ils reçoivent moins d'aides. Donc Exactement, ça c'est un problème très important. Bon, une grosse préoccupation à l'heure actuelle, c'est le foncier, qui est extrêmement cher. Bon, si vous avez des agriculteurs justement qui reçoivent un montant d'aide important, qui sont déjà les principaux bénéficiaires en fait des progrès techniques, etc., ben, ils peuvent mettre de l'argent de côté et ils achètent des hectares à des prix en fait qui sont parfois surfaits. Alors qu'à côté de cela, il y a des petits agriculteurs qui auraient bien besoin de ces hectares pour s'agrandir et pour pouvoir être un peu plus compétitif, puisque bon, c'est vrai qu'il y a une compétitivité interne, puisque ce sont des indépendants, entre guillemets, bien qu'ils le soient de moins en moins aujourd'hui. Donc il y a une distorsion de concurrence qui est induite par ce système. Et compétitivité aussi par rapport à tous les pays hors Europe. Ce qui ressort beaucoup dans les manifestations aussi, c'est les accords de libre-échange. Il y a énormément d'agriculteurs qui parlent de ces fameux accords de libre-échange. Pourquoi ils sont pointés du doigt par les agriculteurs? Mais parce que, bon, pour certaines productions, en tout cas, nous avons des problèmes déjà internes, avec des marchés un peu saturés. On pense par exemple à la viande bovine. Et dans le cadre du Mercosur, avec le Brésil, l'Argentine. Le Mercosur, on rappelle juste, c'est un traité de libre-échange avec certains l'Amérique pays du Sud. L'Amérique latine. C'est ça. Donc il y a le Brésil, vous voyez, c'est énorme. L'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. Je crois qu'il y a un cinquième pays maintenant, je sais, la Colombie, enfin. Ou la Bolivie. Ou la Bolivie. Enfin, ça c'est un petit pays, mais c'est surtout. Brésil, Argentine, et qui sont des gros producteurs de viande bovine. Donc, dans l'accord, on prévoit de leur accorder une entrée, si vous voulez, plus facile sur notre marché en réduisant les taxes à l'importation pour la viande bovine. Or, on a déjà des problèmes chez nous, donc les agriculteurs comprennent difficilement que leur accorde ces facilités. D'autant plus, bon, ça c'est quand même aussi tout à fait vrai que on impose à nos agriculteurs toute une série de normes qui sont effectivement, qui peuvent être parfaitement justifiées en matière de santé animale, de bien-être animal, de pesticides, etc. Oui, c'est ça, d'hygiène d'une manière, c'est ça, de sécurité alimentaire au niveau sanitaire, pas quantitatif mais qualitatif. Et on est incapable de contrôler ce qui se passe quand même dans ces pays-là. Bon, je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait des inspecteurs européens qui étaient allés au Brésil dans les abattoirs
pour voir si les règles étaient bien respectées. Mais bon, dès qu'ils ont disparu, c'est pas tout à fait certain. Donc, comment, c'est encore une fois une distorsion de concurrence. Comment dire à des agriculteurs, bon, vous êtes très contrôlés, on est très strict, etc., c'est compréhensible, mais dans le même temps, on importe des produits, par exemple, qui sont mis sur le marché en utilisant des pesticides qui sont interdits chez nous. Qui peut y avoir une sorte d'hypocrisie, en fait, qui peut être ressentie de la part des agriculteurs, de dire que c'est ça. Mais oui, ça c'est vraiment une injustice. Enfin, c'est malhonnête par rapport aux consommateurs aussi, évidemment. Et surtout que le nombre de ces traités de libre-échange augmente de plus en plus ces dernières années. Entre le CETA, donc c'était le traité de libre-échange avec le Canada, celui avec les États-Unis, donc qui a été avorté, mais et la Nouvelle-Zélande aussi. La Nouvelle-Zélande, voilà. Bon, ça, il faut dire aussi que, pour un peu comprendre tout ça, c'est que ces accords, bon, ça concerne des milliers de produits. Et ça concerne tous les produits. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, ces pays, donc ils sont des pays émergents ou en développement, mais je dirais que leur principal atout à l'exportation, ce sont des produits agricoles. Donc, dans les négociations, qu'est-ce qu'on dit? On leur accorde des facilités d'exportation vers l'Europe en matière agricole. Et nous, en échange, on a des avantages en matière, par exemple, de technologie. On veut leur exporter de la technologie ou des voitures, comme, je sais pas, Volkswagen en Argentine, par exemple. Bon, les Allemands, par rapport à l'Union européenne, ils sont puissants. Ou même des services, comme par exemple des services financiers. Donc, c'est vrai que, assez classiquement, on observe quelque part que on vend notre agriculture avec comme monnaie d'échange, enfin l'agriculture est la monnaie d'échange pour mettre en avant les industries et donc les produits secondaires et les services des produits tertiaires. Et dans le chat, quelqu'un nous fait remarquer un paradoxe. Le comble, c'est que les sociétés européennes vendent des pesticides interdits en Europe dans les pays de l'agriculture. J'y pensais, mais je n'ai pas eu le temps de le dire. Donc ça c'est vrai que c'était une hypocrisie aussi. Oui. Certaines entreprises belges d'ailleurs, paraît-il, ne pouvaient plus vendre ces pesticides en Europe, mais pouvaient continuer à produire et à les exporter. Donc c'est fou, quoi, parce que le résultat Afrique. Ben oui, évidemment. Et alors on peut réimporter quelque part les aliments avec. On comprend, ça fait une boucle. L'action des agriculteurs qui retournaient les panneaux pour dire qu'on marche sur la tête, c'est vraiment ça avec cet exemple. On en a vu beaucoup sur la route. Dans le Hainaut, il n'y avait plus un seul panneau à l'endroit. C'était vraiment parfait parce que en fait, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu pour ma part, c'était que les agriculteurs voulaient avoir l'appui de la population, tandis que la population c'était les consommateurs, et donc pour avoir les consommateurs avec soi, il fallait surtout avoir un mouvement qui était soutenu. Et donc en fait ces panneaux, c'était une façon de se faire voir partout, parce que tout le monde les voit, tout le monde se demande ce qui se passe, sans vraiment nuire aux consommateurs. C'est intelligent. En fait c'est ça le virage, s'il ne vient pas du politique, parce que beaucoup d'agriculteurs et agricultrices perdent foi peu à peu aux politiques, il peut venir du consommateur. Oui, je crois que ça c'est tout à fait vrai, que ça doit venir vraiment du citoyen, consommateur, électeurs et contribuables, que nous sommes tous, ou presque tous. En tout cas, consommateurs. En tout cas, consommateurs. Presque tous. Oui. On voulait aborder aussi avec vous, on en avait touché un peu deux mots juste avant, c'était la manière dont sont appliquées les directives de la PAC au niveau national avec les plans stratégiques nationaux. Est-ce que, Maxence, tu peux nous mettre la petite image qui est marquée PSN, parce qu'on a vu avec Aline donc, qui allait rechercher un des résumés de comment c'est le résumé d'un des trois volets. Donc le premier sur le support au plan stratégique qui a été voté au Parlement le 23 novembre 2021. Et donc, bon là, c'est un petit peu... Est-ce que vous l'avez? Sinon, toi tu l'as en plus grand. Je peux le mettre en plus grand. Alors, je le lis. La réforme prévoit également que la PAC mette désormais l'accent non plus sur la conformité aux règles, mais sur les résultats, ce qui donnera aux États membres la
la liberté de mettre en œuvre des interventions sur mesure fondées sur une planification stratégique, je reprends mon souffle, et des objectifs spécifiques communs conformes à leurs besoins. On n'a rien compris, C'est Auguste ça. et moi, Alors, donc quand on c'était... a lu ça, on s'est dit que 1, c'était extrêmement flou, et que 2, ça semblait même presque antinomique de se dire On des peut le lire objectifs dans tous les sens spécifiques possibles, communs, en fait. conformes à leurs besoins. Alors moi, la phrase là, je veux bien comprendre en fait comment vont concrètement s'appliquer les décisions de la PAC au niveau national, parce qu'avec ce genre de document, on n'a rien compris. Mais non, mais vous voyez que tout de suite, voilà, ça crée un fameux problème. Puisqu'en fait, c'est ça. Hein. Bon, il faut déjà savoir que ici, bon, il y a eu de nombreuses réformes de la PAC, et que la dernière ici, alors que pourtant, bon, ces idées étaient lancées déjà quand même depuis pas mal de temps, a pris déjà 2 ans de retard. Donc, normalement, ça devait être la période 2021-2027. Oui. Et qu'on a pris 2 ans de retard. Donc, on a prolongé la période précédente 2014-2020 de 2 ans, et ici, ça ne porte que sur, enfin, que entre guillemets, sur 2023-2027. Oui, il y a vraiment eu des blocages parce que ça, donc, pour un peu faire la chronologie de la dernière réforme, donc la Commission a proposé la nouvelle PAC en 2018. Oui, voilà. Le Conseil et le Parlement sont arrivés à un accord provisoire en juin 2021 et le Parlement a voté la nouvelle PAC en novembre 2021 pour application au 1er janvier 2023. On voit que c'est très long, très complexe, et qu'ils ont eu énormément de mal à se mettre d'accord pour au final un texte qui, comme on le voit avec le paragraphe, n'a pas beaucoup de sens. Dans ce contexte-là, on comprend un peu le flou dans lequel sont les exploitants, les exploitantes, sur la manière dont ça va se passer pour eux. Vous savez, comme l'a dit un grand spécialiste de la PAC de région Wallonne, le plan stratégique, il est imbuvable. Il y a 1000 pages sur le site. Qu'est-ce que vous voulez Maintenant, il y a du contexte et tout ça aussi. Mais c'est vrai que bon, c'est assez difficile, et on comprend que les agriculteurs soient un petit peu dégoûtés de la difficulté administrative. Ça, ils s'en plaignent, et je crois qu'ils ont raison. Mais je crois aussi quelque part que il n'y a pas que les agriculteurs qui sont surchargés sur le plan administratif, et que ça fait 25 ans, je crois que le père Ludgen, donc Guy Ludgen, qui a été ministre de l'Agriculture il y a 35 ans, a été à un moment donné aussi ministre de la simplification administrative, de l'informatisation des services publics. Et depuis 35 ans, on parle de simplification administrative, mais malheureusement, dans les faits concrets, c'est l'inverse. C'est très belge en tout cas, l'idée d'avoir un ministre de la simplification. C'est ça. On dirait le début d'une mauvaise blague belge. Oui, 3 ou 4, c'est vrai. Et un autre adversaire qui a été pointé du doigt par les agriculteurs, c'est notamment la grande distribution, les supermarchés. Et je voulais qu'on s'écoute un petit extrait audio. Max, aussi tu l'as sous la main. C'est donc de tout à l'heure, vraiment très récent. C'est Florian Poncelet, le président du syndicat, président de la Fédération des jeunes agriculteurs, qui expliquait ça devant une foule. Vous l'entendrez, désolé pour le son de grosses basses derrière, mais il y avait un peu de bruit à la manif hier, aujourd'hui. Il y a également des actions qui sont en route chez Aldi et Lidl. Je peux vous dire qu'il y a détermination, et vu les rayons vides, ils auront bien le temps de laver les rayons, ils seront bien vides. Tant que j'ai pas aussi une mesure de la part de Coméos et de la grande distribution, eh ben, ils resteront où ils sont également. Donc on a entendu là dans son intervention, c'est qu'il pointait des noms de marques. On a entendu Aldi, Lidl, on a entendu Coméos, on sait qu'il y a aussi des problèmes avec Colruyt. Comment est-ce que les agriculteurs vivent cette relation avec la grande distribution? Ben, manifestement, ils ont l'air de la vivre assez mal. Mais moi, je pense qu'ils se trompent quand même un petit peu de cible, parce que, bon, il y a des calculs qui ont été faits par l'Observatoire des prix, par exemple, qui décrypte la chaîne de valeur, et où on se rend compte que les intermédiaires, ils ont des coûts aussi. Moi, je dis toujours, bon, on prend cet exemple du lait. On dit, bon, on paye le lait, je ne sais pas moi, 45 centimes aujourd'hui aux fermiers. Et si vous allez en grande surface, vous allez payer à 1,20 €, 1,50 €, etc. Et on dit, où va cette marge? Mais bon, enfin moi, je n'ai pas fait les calculs, mais c'est pas si compliqué d'y réfléchir.
bon, le lait, il faut venir le chercher, donc il faut un camion frigorifique. Le camion frigorifique, ben voilà, il faut l'amortir. Il faut un chauffeur qui doit être payé et qui a droit à un salaire décent comme tout le monde. Il faut du carburant qu'il faut payer aussi. Il faut ensuite aller à l'usine. Hein. Il y a des stocks avec des milliers ou des millions de litres de lait. Ça coûte très cher aussi, toutes ces installations. Il faut traiter le lait, par exemple, à ultra haute température, hein, pour que ce soit exempt de toute bactérie, etc., pour améliorer sa conservation. Donc ça coûte de l'énergie, il faut des machines, il faut de la manutention. Ensuite, ce lait, il faut le mettre, l'empacter. Bon, ce sont des tétrapacks. Bon, là aussi, ben, voilà, il faut de la matière, il faut de l'énergie, il faut des machines. Ensuite, il faut le stocker quelque part, puis il faut le redistribuer dans les grandes surfaces. C'est une chaîne qui demande des coûts. Les grandes surfaces, ben voilà, vous avez par exemple Deleuze, bon, avec les grandes difficultés qu'on a connues, ben voilà, il faut payer les travailleurs, il faut payer les bâtiments, il faut payer l'électricité, il faut payer des taxes, il faut payer l'eau, etc. Donc il y a beaucoup de coûts, et moi j'entends, et je crois que ça a été prouvé par l'Observatoire des prix, que la marge de la grande distribution est très faible en réalité, surtout la grande distribution alimentaire. Au niveau de l'industrie de transformation, c'est la même chose. Donc d'un côté, on est pris par les coûts de ces achats de matières premières. Bon, de l'autre côté, ben, on a chaque maillon de la chaîne a des clients qui lui veut acheter le moins cher possible. Donc, voilà, mais in fine, celui qui décide, encore une fois, c'est le consommateur. Et pour revenir sur le lait, il y avait des producteurs qui dénonçaient le fait que certaines parties de la grande distribution, certaines marques, je ne vais pas les citer, obligeaient les producteurs à faire des contrats à prix fixe, par exemple, sur 5 ans, sur 6-7 ans. Et que par conséquent, ça ne permettait pas aux producteurs de s'adapter à l'inflation ou à l'évolution des prix dans tous les cas. Et donc, était forcément désavantagé dans ce rapport à la grande filière. Oui, bah, vous savez, je dirais que les relations sont toujours difficiles. Moi, je me souviens d'avoir interrogé M. Van den Broek, mais il y a 25 ans, donc, qui était l'homme des frites, je vais dire, ici en région wallonne. Hein, et je lui avais demandé pourquoi il ne faisait pas partie de la filière wallonne de la pomme de terre. Ben, il m'a répondu, ben, Monsieur Burny, vous savez, l'agriculteur, il veut vendre sa pomme de terre le plus cher possible, et moi, je veux lui acheter le moins cher possible. Et voilà, et à tous les stades, c'est comme ça, ce qui est logique, puisque chacun doit gagner sa vie, etc. Donc, il y a certainement un rapport de force, et là, il est vrai que l'agriculteur n'est pas favorisé, puisque, comme on l'a dit, hein, c'est la forme, comme on me l'enseignait quand j'étais étudiant, donc c'est pas nouveau, c'est la forme de sablier. Il y a quelque part, économiquement, si on veut, une infinité de producteurs, de l'autre côté, une infinité de consommateurs, et puis, bon, surtout au niveau de la distribution, c'est là que il y a beaucoup moins, c'est ça, voilà, oligopole ou oligopsone, ça dépend justement de quel côté, pour les agriculteurs, c'est un oligopole, c'est ça. Dans ce système où certaines parties de la grande filière peuvent, par exemple Colruyt, peuvent acheter des terres à des prix très élevés et, par exemple, mettre des agriculteurs sur ces terres et leur demander de produire telle ou telle chose, est-ce que c'est pas déloyal? Est-ce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas un peu jugés partis dans ce système? Puisqu'ils peuvent faire monter les prix. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi des problèmes de sécurité d'approvisionnement pour les industries, donc, enfin les industries de transformation, et derrière pour la distribution. Vous voyez, c'est pas facile non plus. Bon, citons l'exemple de la pomme de terre. Pour l'agriculteur, bon, s'il a des prix très variables, c'est très compliqué effectivement pour lui. Une fois c'est très rentable, une fois ça n'est pas du tout. Pour le transformateur, c'est la même chose. Le consommateur, ben, le transformateur, il doit vendre, la distribution doit finalement vendre au consommateur. Et le consommateur, il n'aime pas tellement les variations de prix. Donc, tous les acteurs intermédiaires doivent essayer d'anticiper, de s'adapter
de garantir leur approvisionnement. Si le prix devient trop élevé ici, il faut essayer de s'approvisionner ailleurs. Donc moi je crois que, bon, je ne pense pas que ce discours de dire « oh, il y en a toujours qui s'engraissent sur notre dos », bon, moi je ne crois pas que ce soit tout à fait, non, que ce soit tout à fait vrai. Donc il y a des études qui ont été faites par l'Observatoire justement des prix dans différents secteurs. Bon, bien sûr c'est toujours des moyennes, etc. Mais on voit qu'à chaque niveau, il y a des coûts, et qu'effectivement les coûts salariaux, énergétiques, ils augmentent pour tout le monde, y compris la distribution. Donc maintenant, ce qui est peut-être vrai quand même, mais ça voilà, c'est une question de rapport de force, c'est que ça se répercute peut-être plus vers le producteur de matières premières. Donc si le consommateur ne suit pas, bon, la distribution va faire pression sur l'industrie agroalimentaire sur le commerce des matières premières, et le commerce va faire pression sur l'agriculteur. Chacun va essayer de garder sa marge, enfin, en tout cas de vivre ou de survivre momentanément. Et c'est probablement l'agriculteur qui est souvent, comme on a dit, voilà, une goutte d'eau dans l'océan par rapport aussi à ses concurrents, ses collègues concurrents, qui est un price taker, comme on dit en anglais, en économie, hein, donc un preneur de prix. Ouais. Donc l'agriculteur est bien souvent obligé voilà, de vendre au prix qu'on veut bien lui donner. Mais pour ça, bon, il faut aussi que les agriculteurs essayent de s'organiser. Bien sûr, c'est plus vite, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, il y a des exemples quand même avec des coopératives ou des choses comme ça qui sont très puissantes. Et bon, là parfois, moi j'ai un peu de mal, je dois dire, à comprendre le raisonnement des agriculteurs. Si on reprend le lait, les coopératives, ce sont des coopératives d'éleveurs, donc de producteurs comme de lait. Rebelle, par exemple, ou c'est quelque chose? Oui, c'est ça, par exemple. Oui, mais là, ça fonctionne bien, semble-t-il. Bon, ils disent d'ailleurs même qu'ils s'en sortent bien, etc. Mais il y a d'autres coopératives en lait, en sucre, où les agriculteurs sont les propriétaires de l'outil de transformation. Mais alors, vous voyez, ils disent aussi, oui, mais quand des prix sont bons sur le marché, on ne nous rémunère pas assez, etc. Mais si vous êtes gestionnaire de l'entreprise de transformation, à un moment donné, il faudra réinvestir dans du nouveau matériel, il faut trouver de nouveaux marchés, de nouveaux produits. Donc il est normal aussi quelque part que au niveau de la coopérative, on essaye de garder par exemple un peu d'argent pour faire des investissements, et on ne remet pas tout à l'éleveur directement, vous voyez. Et dans le chat, on a une ou deux réactions que je cite maintenant. On a Sylvie qui dit que le consommateur devrait justement consommer local pour peut-être dénouer cette espèce de nœud qu'il y a entre les agriculteurs et le système. Et Cinémat, qui est une membre de l'équipe qui est généralement avec nous ce soir, qui est un peu la grande chef de l'équipe, qui dit coucou la team, force à vous, et qui te remercie, Monsieur Burny, d'être avec nous ce soir. Ah, très bien. Et aussi Elisa, donc, qui revenait sur le fait que les prix doivent rester corrects pour les consommateurs, tout en sachant que le prix en magasin doit rester raisonnable quand on voit les demandes pour les colis alimentaires qui explosent effectivement de la précarité au sein de la population. Voyez, bon, les Restos du Cœur n'ont jamais eu autant de succès, malheureusement, que maintenant. On nous parle de, je ne sais pas moi, 20% de la population, en tout cas un chiffre impressionnant qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et n'oublions pas qu'un des 5 grands objectifs de base de la PAC, c'est justement d'avoir des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Donc à l'heure actuelle, en moyenne, dans le budget des ménages, les dépenses alimentaires, boissons, tabac, puisque tout ça est mis ensemble, c'est 12-13%. C'est des moyennes bien sûr, mais c'est moins que les loisirs aujourd'hui. Donc le Belge, en moyenne, dépense moins d'argent pour son alimentation que pour les loisirs. Donc voilà, certains ont déjà réfléchi à tout ça et ont dit il faudrait payer peut-être un peu plus cher son alimentation. Mais alors vous avez des problèmes sociaux. C'est ça, parce qu'on ne peut pas demander à des gens qui vont au Resto du Cœur de payer plus cher l'alimentation. Mais non, c'est pas possible. C'est ça. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une politique agricole d'ailleurs,
même si elle est décriée, mais là, enfin, au moins elle existe, parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut plus du tout de politique agricole. C'est cette quadrature du cercle, entre d'une part, voilà, le deuxième objectif de la PAC, c'est d'améliorer le revenu agricole, et le cinquième, c'est pas dans l'ordre d'importance, hein, mais c'est justement d'avoir des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs, comme c'est dit. Et là, ça paraît tout à fait contradictoire, évidemment. On demande le beurre, l'argent du beurre, littéralement. Voilà. Bien joué, ça c'est beau ça. Oui, mais Ça, c'est bien joué. l'agriculteur est le sourire de la crémière en C'est plus. ça, et voilà. Il veut vendre le plus cher possible, c'est normal. Et le consommateur final, en fait, veut acheter le moins cher possible, c'est normal aussi. Donc, comment faire que tout le monde s'y retrouve, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a une politique agricole et qui a changé quand même régulièrement, je dirais, de méthode, avec chaque fois de bons aspects et des aspects moins bons qui ont entraîné les réformes successives. Et on a le chat qu'on mérite, puisque Sylvie nous dit que c'est pourtant un loisir de manger. Le Effectivement, Kirby originel. Voilà, c'est ça. On sait que pour certaines personnes, manger, c'est plus que de la survie. Merci beaucoup, Philippe. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a déjà fait Moi j'ai posé ce que j'avais à poser. Oui, moi aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avoir expliqué un peu Voilà. tout ça. Mais merci, j'espère que c'était clair et que ça a intéressé vos auditeurs. Et on j'espère a eu aussi des qu'ils chouettes nous réactions, le hein. diront par eux-mêmes de ce qu'ils en ont pensé. Un problème très compliqué. La Oui, c'est PAC. ça. Ouais, On avait conscience que des fois, les législations sont pas les choses les plus faciles à comprendre dans ce genre d'affaires, mais il fallait quand même en passer par là pour comprendre un peu mieux comment la colère se manifeste. Voilà, et on va espérer de trouver des solutions quand même pour pouvoir satisfaire le maximum d'acteurs C'est ça, le du meilleur début compromis jusqu'à la fin possible. de la chaîne. Pas mal de problèmes, mais il y a aussi de bonnes choses qui sont mises en place. Et en parlant de bonnes choses, dans le chat, il y a des réactions de Sylvie, belle chronique, et Elisa qui nous dit merci à toi, Philippe, très sympa. Donc merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci de m'avoir invité, c'était Avec fort plaisir. sympathique et bonne continuation Merci beaucoup. Merci à beaucoup. vous et à tous ceux qui nous écoutent. On se Voilà. quitte quelques instants et on revient pour la chronique de Jonas. À tout de C'est à mon suite. tour. Et nous revoilà. Salut tout le monde, re-bienvenue dans cette émission. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez trouvé notre invité de tantôt très cool. On avait encore des petites questions dans le chat, mais malheureusement, comme il n'est plus là, on ne peut pas trop vous répondre. Mais là, on passe à ta chronique, Jonas, et tu vas parler de ce qui occupe le plus ton temps libre. Le football. Alors le plus mon temps libre, j'irai pas jusque là. Mais oui, effectivement, je suis un fervent supporter du FC Barcelone. Je sors mon maillot directement, voilà. Fervent supporter depuis ma naissance à peu près, depuis que j'ai commencé à regarder du foot globalement. Effectivement, on va parler de football, on va parler de santé mentale également, et ça sera plutôt sur la fin de la chronique, parce que, figurez-vous, moi ça va super bien. Ta santé mentale, Je vais trop bien, parce que enfin, la personne qui me faisait du mal depuis plus d'un an, celle qui bousillait mes week-ends et qui m'a donné plusieurs fois envie de tout arrêter, mais vraiment absolument tout, est enfin sortie de ma vie. Je parle bien évidemment de Xavi Hernandez, l'entraîneur du FC Barcelone, le club de mon cœur, mon club. Il a annoncé donc qu'il quitterait le bateau à la fin de la saison, un bateau qui coule, un bateau qui coule déjà. Je pense que dans Titanic, Xavi il serait parti quand le bateau il est comme ça, vraiment à la verticale. On a Certes. perdu Abdoul, mais on a perdu Abdoul, on a gagné Jonas. Là, je me suis lâché, c'est ma chronique stand-up, c'est parti. Donc certes, sur papier, le Barça, donc immense club du championnat espagnol, n'est que 3ème du championnat, ça passe encore, mais les humiliations sont quand même succédées ces dernières semaines. On a perdu, oui, je parle beaucoup en on quand je parle du Barça. Ouais, j'allais dire, on sent que c'est très personnel et que ça t'a affecté. J'allais comme ça. Quand tu sais que vraiment premier degré, j'étais chez moi quand la démission de Xavi a été annoncée. Il y avait du champagne au frigo. J'ai ouvert le champagne. Il a sabré le truc. J'ai vraiment sabré le champagne. Et vraiment, Margot, qui est peut-être sur ce chat, a une preuve, parce que je lui ai envoyé une photo à ce moment-là. Maxence qui nous dit, oui, effectivement, que Jonas sort d'une relation toxique, on te soutient. Ah oui, vraiment, je me sens, je suis dans ma healing phase. Non, vraiment. Mais donc, ces dernières semaines, il y avait eu plusieurs humiliations pour nous, le Barça. 4-0 contre le Real Madrid, 4-2 contre Girona. Qui connaît Girona ici?
Bah, figurez-vous qu'ils sont premiers. Personne ne sait comment. 4-2 contre Bilbao, 5-3 contre Villarreal. Bref, les derniers coups d'éclat de Xavi au Barça, c'était un puissance 4. Je parle même pas du niveau de jeu abyssal de l'équipe depuis des mois. Oh, rendez-nous Abdou, s'il vous plaît, quand même. C'était la dernière, promis, c'était la dernière. Bref, Xavi out, il était temps. Et de l'autre côté de l'Europe du foot, eh ben, à peu près au même moment, c'est le coach emblématique de Liverpool, Jürgen Klopp, qui annonçait lui aussi partir à la fin de la saison. Même départ, mais pas du tout les mêmes circonstances. Klopp, il est arrivé à Liverpool en 2015. Et à ce moment-là, les Reds sont dans une... Donc les Reds, c'est le surnom des gens de Liverpool, sont dans une période creuse de leur histoire et n'ont plus remporté le championnat depuis 25 ans et la Ligue des Champions depuis 10. Donc ça fait une sacrée paire d'années. Jürgen Klopp débarque et en 8 saisons, il ramène le club au sommet, il décroche les trophées qui lui échappaient depuis des années. Autrement dit, Jürgen Klopp, c'est un peu devenu une légende de Liverpool. Et ça s'est vu aux réactions. Hein. Ce week-end, Maxence, tu peux te préparer. Le chant traditionnel du club You'll Never Walk Alone a résonné à Anfield, le stade de Liverpool. Maxence, tu as la vidéo donc dans les médias, normalement. Vous allez le voir très vite, en fait, on sent l'entraîneur est assez ému. Et je vais peut-être me taire quand on va le diffuser. Ouais, je vais le diffuser, on va le taire. Le chant est magnifique. C'est un des chants historiques en Europe. Donc il y a plusieurs clubs, etc. Alors moi il y a un autre plan, oui voilà. Oh, Bichon. bichon. C'est fini. Est-ce que nos micros sont de retour? Ouais, Oui, c'est bon. Donc vous l'avez vu, Jürgen Klopp hyper atteint, hyper ému. En fait, ce qui l'a rendu très attachant aussi, Jürgen Klopp, c'est qu'il a jamais caché ses émotions. Il y a vraiment des compilations de cet entraîneur qui réagit aux victoires ou aux buts décisifs, où il va embrasser ses joueurs et tout. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment, sans le connaître, on a l'impression qu'il est très attachant, quoi. Capital sympathie. Énorme capital Ouais. sympathie en Angleterre, en Allemagne aussi, où il a beaucoup coaché également. Ouais. Mais donc, on le voit assez ému, d'autant plus qu'il avait rien demandé, hein, ça s'est fait spontanément. Et ce départ, il n'a pas ému que Klopp. Tu peux te préparer, il y a le deuxième média qui arrive très vite. Personnellement, j'ai vu des vidéos de fans de Liverpool inonder TikTok. Souvent, c'était des femmes qui montraient l'état de leurs copains, qui étaient vraiment comme s'ils sortaient d'une rupture amoureuse difficile. Maxence, tu peux la lancer, en vrai, c'est le TikTok. Il regarde des compilations de Liverpool dans son lit. Il n'en peut plus. Il est au bout de sa vie. Et il y avait aussi une autre utilisatrice qui avait fait une compilation des phrases random que son copain lui avait sorties. Bref, on sent vraiment des supporters hyper atteints. Et en fait, ça m'a fait me poser une question. Enfin, d'abord, je me suis aussi rendu compte que Klopp et Xavi avaient sorti des discours en disant qu'ils étaient hyper fatigués. Il y a toujours le média qui est là. Qu'ils étaient fatigués, qu'ils n'avaient plus d'énergie, que mentalement c'était compliqué parce que la pression était beaucoup trop forte. Et donc en fait, moi ça m'a fait quand même poser une question parce qu'il y a quand même un aspect santé mentale dans tout ça qui est assez fou. Oui, pas de souci. Moi-même, ça m'est arrivé d'avoir envie de me défenestrer en regardant le Barça jouer. Carrément. Vraiment. Heureusement que j'habite pas au Troisième étage. On connaît bien cette fameuse question du mais pourquoi tu te mets dans ces états-là, hein, c'est 11 tocards qui courent après un ballon. Et c'est vrai, j'ai jamais su répondre à cette question. J'aurais pas mieux défini ce qui se passe. Voilà, exactement. Mais je sais, tout le monde me pose cette question et pourtant, en fait, c'est quelque chose dont j'arrive pas à me détacher. Et figurez-vous que des chercheurs se sont penchés sur cette question. Il y a vraiment des gens qui ont du temps. Avec quoi? Déjà, Et des moyens. Oui, et des moyens. Avec l'argent public, hein, c'est fou quand C'est même. fou, hein. Et déjà, ils ont confirmé ce dont je me doutais depuis des années. Oui, supporter une équipe de merde est usant émotionnellement. J'ai hésité à dire de merde. C'est dans ces termes-là qu'ils ont formulé les chercheurs? Ouais, peut-être qu'ils ont mis un peu plus les formes que moi, mais on se comprend. On va rentrer dans quelque chose qui est un peu plus technique. En fait, des chercheurs ont exporté un concept qui est propre à l'économie, au fait de supporter une équipe de foot. Il existe, enfin une équipe sportive dans tous les cas, c'est vrai que je dis de foot, mais ça pourrait être sportif de toute façon. Oui. En fait, il existe le concept de l'aversion à la perte. En fait, attention au moment de définition. Yes. L'aversion à la perte se définit comme l'idée selon laquelle la dépréciation d'utilité due à une perte nous procure une utilité négative supérieure à l'utilité positive que nous retirons d'un gain du même montant. Voilà, alors personne n'a rien compris. Mais Et tout là, à fait. c'est moi Tu qui m'as ai dit perdu. que- Voilà, ben en fait,
Pour faire simple, on attache plus d'importance à une perte qu'à un gain d'un même montant. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, si vous proposez à quelqu'un de gagner 5 € et si la pièce retombe sur pile, ou de perdre 4 € si elle retombe sur face, la grande majorité d'entre nous va refuser l'expérience. En fait, dans notre cerveau, la douleur émotionnelle qui est due au sentiment de perte l'emporte sur le bonheur d'un potentiel gain d'un montant similaire. Est-ce que là-dessus on est plutôt bon? Oui, et on a un gros commentaire dans le chat qui va faire polémique puisqu'on a Narali qui nous dit supporter l'OM. Supporter, bah écoute, moi que de la sympathie pour l'Olympique lyonnais. L'Olympique de Marseille. Ou la glissade. Nathalie, oui. Ah ouais, non, mais l'OM, fervent supporter de l'OM, ça c'est vraiment une communauté vraiment impressionnante. Mais donc, ce concept d'aversion à la perte, ça a été exporté au sport parce qu'en fait, il y a une étude qui a été mesurée à des moments assez random, le niveau de bonheur de supporters. Il y a plusieurs études. N'en reviens Ah non, pas. c'est la même étude, hein, c'est la même Qui a étude. dit que mon sujet est trop technique. Ah mais en fait je voulais quand même apporter quelque chose d'un peu plus j'imagine. fouillé quoi. Ouais. Et donc l'étude, en fait c'est la même dont je parle depuis le début, hein, voilà. Plutôt crevé dit Je pense que c'est pour le mix avec le lien avec l'Olympique lyonnais. Désolé, j'ai conscience que c'est un blasphème. D'office va se faire cancel Ouais, parce que c'est ça ça, ouais. fait une énorme bourde. On a pu parler de tous les sujets possibles imaginables, mais C'est le foot qui va nous avoir. C'est ça, mais ça, c'est non. Ça c'est dur, ça c'est dur. Et donc, eh ben, les résultats de cette étude démontrent qu'avant la rencontre, les supportrices et supporters sont un peu plus heureux qu'à l'habitude. Et ensuite, si leur équipe est victorieuse, ils gagnent 3 à 5 points de plus que leur moyenne de bonheur. Et en fait, au contraire, en cas d'une défaite, ils vont en perdre entre 6 et 10. Donc il y a vraiment une vraie disproportion entre le sentiment de victoire et le sentiment de défaite. Et à ça, il faut aussi rajouter l'idée que... Donc si on rajoute le fait qu'il y a une victoire qui est attendue à la fin du résultat, ben non seulement ça amoindrit les points de bonheur gagnés, entre guillemets, je parle en points de bonheur, mais si le résultat est défavorable finalement, et ben ça va encore alourdir les points de malheur, quoi. Et donc en fait, il y a vraiment ce déséquilibre, cette asymétrie entre le sentiment d'une victoire et le sentiment d'une défaite. Et c'est là qu'on rejoint un peu le problème, enfin le concept de l'aversion à la perte. Donc en fait, les supporters vont être beaucoup plus marqués par les mauvais résultats de leur équipe que par les bons. Et pourtant, ils vont continuer à supporter, c'est ça qui est assez fou. Pourquoi on continue à supporter? Pourquoi je continue à supporter? Addiction. En fait, L'espoir. là, les 5 minutes d'explication de l'étude, c'était Jeunesse qui nous expliquait son trauma. En Oui, fait. c'est ça. C'était un Exactement. peu, C'était une sorte d'exultoire pour lui. Voilà, on a C'est ça. remarqué. Bah, je considère ce plateau comme mon psy, mon psy personnel, voilà. Bien. Et le chat aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à supporter? Évidemment, c'est dans l'espoir d'un jour meilleur, bien sûr, mais aussi pour l'objectif que ça donne. En fait, il y a évidemment un sentiment d'appartenance qui est à la fois un groupe et une quête. L'idée qu'après un Xavi, il y aura un Klopp, et qu'après un Klopp, on pleurera, c'est vrai, mais en ayant vécu de belles choses, en fait, s'attacher émotionnellement à une équipe, c'est comme le faire avec quelqu'un ou quelque chose, c'est toujours risqué. L'idée, c'est donc d'avoir l'amour du risque. Yes. Je valide beaucoup. Et on a vraiment le chat commentaire qu'on dans mérite, le chat. Ah, vraiment, si on mange un hot dog pendant le match, on a moins mal quand on perd. Je Ça- pense que Narali en balade et Sylvie s'entendraient très bien dans la vraie vie. Tu m'étonnes. Et je pense que de toute façon, si on mange un hot dog, on se sent toujours mieux quoi qu'il arrive, match ou pas match. Et donc, je clôturerai en disant Visca Barça et Visca Catalonia. Voilà, j'ai fait ma chronique sur le Barça de l'année, de ces 2 années, c'est la première fois, je suis très content. Mais au moins, voilà, tu as eu plus de bonheur que de malheur. Ce coup-ci. Bah, Dis- tu as ouais, aujourd'hui. inversé, si tu veux. Aujourd'hui, oui, mais Quand même. généralement, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ça fait quelques années que c'est compliqué, quoi. Eh bien merci Jonas, et Avec plaisir. voilà, je suis content que tu aies eu cette opportunité dans d'office de pouvoir lâcher ton venin. Ça m'a fait vraiment du bien. Je sens que c'était un peu cathartique. Ça. On se quitte brièvement et on revient tout de suite pour la suite et la chronique d'Aline. À toutes. Et re-bienvenue à tout le monde, re-bienvenue à vous. J'espère que vous passez un bon moment avec nous et j'espère que ce coup-ci vous allez apprendre plein de trucs puisque Aline nous a préparé une de ses grandes spécialités. Et non, c'est pas un gratin de courgettes, c'est un sujet. Ah, c'est grave. Je suis désolé. Je suis désolé, je suis Mais c'est HS. pas les chats. C'est pas un plat, mais c'est un sujet politique national. Là. Aline. Et oui, parce que les élections approchent un grand pas, et donc je vais me faire un plaisir, un peu, beaucoup, trop, de vous parler de politique nationale Non, ça fait à plaisir, presque toutes ce soir. les émissions. Et aujourd'hui, on va aborder un gros dos qui fait débat depuis des années, je vais y arriver, oula. C'est le financement des partis politiques. Et pourquoi on parle Sexy. de ça? Ouais, super sexy comme sujet, je sais. Et hier, le collectif citoyen We Need to Talk, donc littéralement
il faut qu'on parle, s'est rendu à la Chambre des représentants pour réclamer une réforme de la législation sur le financement des partis politiques. Et en fait, ce collectif, il avait déjà été reçu une première fois au mois de mai. Et ils avaient présenté un rapport comprenant 34 recommandations pour améliorer la législation sur le financement des partis politiques. Et donc voilà, les mois sont passés, etc. Depuis mai. Et là, samedi, donc en prévision de leur deuxième passage à la Chambre des représentants, ils ont publié une carte blanche dans le journal Le Soir, cette fois-ci en dénonçant le blocage politique, parce qu'en fait, depuis le mois de mai, rien n'a bougé. Et là, voilà. Et en fait, ce blocage politique et les problèmes qui concernent le financement des partis politiques, en réalité, il n'y a pas que ce collectif de citoyens qui le dénonce, et la coalition, le gouvernement Vivaldi en avait déjà conscience, parce qu'on peut lire ceci. Maxence, tu peux envoyer le petit... Redis sur le télé. Ok, voilà. Donc ça, c'est un petit paragraphe qui est à la page 83 de l'accord de coalition, donc, qui date de 2020. Et donc, voilà, nous poursuivons la réforme du système de financement des partis, comme décidé au Parlement, notamment en renforçant la transparence et le contrôle des recettes et des dépenses. Qui dit ça? Ça, c'est dans l'accord de coalition du gouvernement donc, actuel, la législature, donc gouvernement Vivaldi. Ils ont écrit ça dans, dans leurs objectifs pour la législature, qui se termine ici dans quelques semaines. Ensuite, il y aura la campagne électorale pour les élections de juin. C'est bien, c'est gentil, ça mange pas de pain. Ça dit Je pas dis c'est bien, grand-chose, c'est en gentil, fait. ouais. Ça mange pas de pain de dire ça. Ça dit pas grand-chose, mais en même temps, voilà, renforcer la transparence et le contrôle des recettes et des dépenses. Et comme on va le voir dans quelques instants, effectivement, il y a peut-être quelques petits soucis au niveau du contrôle. C'est pas très très clair actuellement. Et la transparence aussi. Oui, en fait, actuellement, les partis sont financés par des dotations annuelles, donc c'est de l'argent public. Et l'année dernière, pour vous donner une idée, c'était 78 millions d'euros, donc pour l'ensemble des partis politiques. Et donc j'ai trouvé des petites équivalences. Ça fait, avec 78 millions d'euros, vous pouvez acheter plus de 300 Ferrari. Et parce que j'adore manger, ça fait aussi plus de 6 millions de pizzas. Voilà. Voilà, j'étais obligée de le placer. Et donc ces financements, ils sont réglés par une loi qui date de 1989. Donc c'est la loi relative à la limitation au contrôle des dépenses électorales. Cette loi, elle a déjà été pas mal modifiée, 14 fois, mais la dernière fois, c'était en 2005. Et un des gros problèmes, c'est qu'elle n'inclut pas les réseaux sociaux. Ah, et donc en 2005 et maintenant, Oui. la recette... Voilà, donc il n'y a pas vraiment de contrôle, alors que la publicité sur les réseaux sociaux, elle ne cesse d'augmenter. L'année dernière, on était à 6 millions d'euros de budget pour les réseaux sociaux des partis. C'est quand même assez conséquent, oui. Non, tout va bien. Ok, tout va bien. Je te vois peux pas, continuer. pourquoi. D'accord. On me voit plus. C'est ça. On me voit Non, plus. c'était un c'est parce ancien que quelqu'un commentaire. avait C'était un ancien la commentaire. ref. Je l'ai. Ah, je ne vois pas pourquoi. Ah d'accord. non, mais c'est... Ok, C'est un ancien commentaire. C'est un ok, ancien Afrelou, commentaire. C'est bon, allez. Et ben, enfin, au niveau des réseaux sociaux, je vais pas vous l'apprendre. C'est pas forcément un espace qui invite au temps long à la réflexion, surtout en particulier Twitter. Et certains politiques vont plutôt chercher la polémique, la petite phrase, et ça peut finalement être nocif pour le débat démocratique. Ensuite, plus généralement, et le collectif We Need to Talk le résume très bien dans sa carte blanche publiée samedi, c'est que la racine du problème réside dans le fait que les partis politiques décident eux-mêmes de leur propre financement. Donc il n'y a aucune espèce d'organe de contrôle de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, il y a un organe de contrôle, donc il y a une commission de contrôle qui est prévue par la loi de 89, mais en fait elle est composée de membres de la Chambre des représentants et du Sénat. Donc en fait le problème c'est qu'ils sont juges et partis. C'est pas un organe indépendant. Non, c'est ça. C'est du Donc voilà, contrôle on peut là, quoi. comprendre que cette commission de contrôle soit critiquée parce que en fait oui, ils sont en autogestion quoi. C'est comme l'IGPN en France, quoi. Petit tacle discret. Mais Oui, bien discret, mais... Et c'est vrai que ça s'était imprimé dans ce sens-là. Et ouais, j'étais perdue dans mes notes. Et donc, on va revenir aussi sur le rapport qui a été présenté au mois de mai, parce que ça donne aussi une idée des manquements pour l'instant de la loi.
Donc ce rapport, il a été constitué suite à un panel citoyen. Donc en fait, ils ont tiré au sort 60 citoyens représentatifs de la population belge. Ils se sont réunis pendant 3 week-ends pour discuter. Oui, je ne sais pas me mettre beaucoup plus proche, hein, mais... Rapproche le micro, mets-le au bord. Alors... Et donc voilà, ils ont abouti à 34 recommandations offrant, je cite, de nouvelles perspectives sur la manière de parvenir à un financement des partis plus équilibré et démocratiquement responsable. J'ai pas énuméré toutes les recommandations parce que j'ai pas envie de vous faire fuir ou de vous endormir. Mais on peut quand même citer quelques mesures importantes et qui donnent une vue d'ensemble sur ce qui ne va pas pour l'instant. Déjà, les fonctions des partis devraient être inscrites dans la Constitution, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. J'ai été chercher... Les fonctions des partis, c'est-à-dire leurs compétences le rôle démocratique, et, okay. Voilà, de se présenter aux élections, etc. Il n'y a rien qui est écrit dans la Constitution et j'ai été chercher sur le très bon site Vocabulaire politique donc, qui est du CRISP, donc le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Et donc ce que le CRISP dit, c'est que les partis politiques constituent généralement des associations de fait dépourvues de la personnalité juridique et en conséquence plusieurs entités gravitent autour d'eux, tels le service d'études, les organismes, les instituts de formation politique. En fait, c'est assez flou, il n'y a pas vraiment, ils n'ont pas un statut juridique. Ça rentre pour l'instant, de ce que j'ai compris, sous le statut d'ASBL, qui est un peu trop vague. Oui, c'est particulier. Un parti politique est une ASBL, voilà. Normalement, c'est pas possible. C'est assez particulier. Autre mesure qui m'a semblé intéressante, c'est que les dépenses devraient être fixées par des experts indépendants, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Que les possibilités d'épargne soient mieux réglementées aussi. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour l'instant, les partis, ils reçoivent donc des dotations annuelles, donc de l'argent public, et parfois, donc ils mettent cet argent de côté, donc ils amassent, ils achètent des biens immobiliers, etc. Et l'Écho, donc en été 2023, avait souligné que la fortune des partis politiques en Belgique était de 165 millions d'euros. Poche combien de pizza avec ça? J'ai pas fait le calcul en pizza. Ça convainc, tu as faim. Oui, j'ai un peu faim. Et donc, après, il y a aussi les legs qui devraient être interdits. Et ça, les partis politiques sont plutôt d'accord. Donc, les legs, c'est des dons par testament. Les legs. Ah oui, d'accord, j'aurais pas compris. Les legs. Oui, j'avais compris. Des legs. Non, des legs. C'est pour ça que je précise. Ah oui, ok. Ça devrait être interdit. Et là. Tu peux pas te taper dans le micro. J'ai pas touché le micro. Peut-être moi qui touche le micro, Peut-être tes cheveux. Ouais. Bref, c'est pas grave. Allons-y. On enchaîne. Il y a ensuite une dotation de démarrage. Donc ça, c'est le collectif qui recommande qu'une dotation de démarrage soit donnée aux nouveaux partis politiques parce qu'en réalité, à l'heure actuelle, dans la loi, il faut avoir un membre à la Chambre. Et en plus, il y a des dotations supplémentaires si on a un membre au Sénat. Mais donc en fait, il faut déjà avoir fait ce parcours d'être élu, d'avoir au moins une personne du parti qui a été élue pour pouvoir prétendre aux dotations. Donc en fait, pour les petits partis qui arrivent avec de nouvelles idées politiques, c'est très compliqué de se lancer. Et donc, il y aurait une dotation de démarrage avec des conditions, évidemment, par exemple les 50 000 signatures au minimum de citoyens qui disent on soutient ce parti. Évidemment, on ne peut pas juste en fait, moi je vais faire un parti, donnez-moi 1 500 €. Non, évidemment, ce serait réglementé. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Voilà, donc j'en parlais tantôt, le statut juridique spécial pour les partis politiques et évidemment, en cas de non-respect des règles, des sanctions financières qui seraient applicables immédiatement. Et toutes ces recommandations qui ont été présentées au mois de mai par la commission, devant la commission, ça a été salué et ça n'a pas bougé. Ça a dit au revoir. C'est ça. Voilà, merci c'est sorti par là. pour votre participation. Et en fait, même si la volonté de réformer le système de financement des partis, elle est inscrite dans l'accord du gouvernement, c'est écrit, mais dans les actes, ça n'avance pas beaucoup. Et en tout cas, ça ne risque pas d'arriver sous cette législature. Il y a peu de chances qu'il se réveille maintenant. Il y a eu une réunion mardi midi entre les partenaires de la Vivaldi qui n'a rien donné. Hier matin, avant que le collectif vienne, il y a eu de nouveau une autre réunion avec les groupes parlementaires de la majorité
qui n'a rien donné non plus, parce qu'en fait, chacun se rejette la faute, et en disant non, mais si ça n'avance pas, c'est la faute des colos, et puis Emer va dire c'est la faute du PS, et puis le PS... Enfin, voilà, c'est jamais la faute de son propre parti si les choses n'avancent pas. Et comme Jean Faniel, donc, qui est le directeur du CRISP, le souligne très très bien, c'était également au journal L'Écho qu'il disait ça cet été, c'est beaucoup de partis qui parlent de changer ce financement, mais chacun envisage ça sous l'angle de ses propres intérêts. Et donc, évidemment, ça n'avance pas. Et donc, face à cette paralysie, hier, le collectif, il n'a pas été aussi conciliant qu'au mois de mai. Ils n'ont vraiment pas mâché leurs mots. Ils ont parlé de manque de courage politique qui ne faisait que renforcer la perte de confiance des citoyens. Ça va, Jonas, tu me regardes avec des yeux. Non, j'étais en train, non, parce que tu étais en train de dire ils n'ont pas été aussi conciliants. Dans ma tête, j'étais en train de dire ils sont venus avec des tracteurs à Bruxelles. Ils ont foutu le bordel. Jonas, il a fait 2 vannes dans sa chronique, ça y est, il s'est pris pour dire Moïse. J'allais pas la dire à la base, mais bon, si on me donne la parole comme ça, oui, j'y vais. Je sais pas, il me regarde avec vraiment le regard vide, je me dis ok, je l'ai perdu là. J'espère que dans le chat vous suivez. Non, c'est le regard que je fais quand je dois reconnaître des blagues. C'est vraiment un sujet pas facile. Mais en plus, ce qui est fou, c'est qu'à part ce collectif, donc, qui a fait un bête de travail apparemment, et c'est vrai que la carte blanche était cool, en fait, c'est pas un truc qui revient souvent dans les demandes citoyennes, alors que le désamour de la politique, il est présent à tous les niveaux, mais ce truc de transparence et de la manière dont laquelle les partis politiques gèrent une grosse manne de pognon, ça revient quand même très peu dans les mouvements militants. Alors oui et non, parce que donc il y a le collectif We Need to Talk qui a fait ce travail de réflexion sur le sujet, et il y a aussi 4 autres mouvements citoyens qui ont pris une autre voie, un peu plus agressive, je dirais, parce qu'en décembre, il y a donc 4 mouvements qui ont déposé une assignation, je vais y arriver, devant un tribunal de première instance bruxellois. Et donc le but, eux, ils pointent à peu près la même chose que le collectif, enfin, ça tout le monde est d'accord sur le fait que le financement, il n'est pas égalitaire, il est discriminatoire pour les petites formations politiques qui essayent de se lancer, etc. Et donc leur objectif avec cette plainte contre la loi, enfin contre le gouvernement, c'est justement de forcer la main des politiques et de les obliger à réviser la loi. C'est clair que ça n'aboutira pas du tout, pareil, sous cette législature. Malheureusement, c'est des choses qui sont très très lentes à se débloquer. Mais en tout cas, ça pourrait. Il y a les avocats des mouvements, des personnes qui ont porté plainte, estiment qu'il y a 60% de chances que la plainte aboutisse quand même. Donc si ça aboutit, ça pourrait effectivement changer les choses et donner un petit peu l'impulsion qui manque aux politiques. Et réégaliser un peu le jeu, la concurrence loyale entre les partis, et aussi un peu de transparence, parce que ce que tu disais aussi en début de chronique, et ce qui est fou pour la gestion des finances publiques et le regard des citoyens, c'est qu'on n'a aucune idée de comment c'est attribué, de où l'argent va. C'est très très flou tout ça, et si la loi aboutit, au moins on pourra savoir comment l'argent est utilisé. Ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que ça pourrait offrir un renouveau du paysage politique ici en Belgique, quoi, parce que c'est souvent un discours qu'on entend de la part de personnes qui sont un peu désabusées de la politique et qui n'ont même pas envie de voter. C'est que c'est tout le temps les mêmes qui arrivent au pouvoir, c'est tout le temps les mêmes qui... Et ce qu'on peut regretter dans ce discours et cette situation, c'est que généralement, ça profite aux extrêmes, quoi. Ouais, peut-être. Après, en Allemagne, le fait d'avoir des subventions publiques pour tous les partis plus ou moins égalitaires, ça permet aussi à des partis comme le Parti pirate, le Parti animaliste, d'avoir dans certains länders, dans certaines régions, des pouvoirs locaux, quoi. Donc je ne sais pas si ce sera les mêmes conséquences en Belgique, mais juste au moins ça pourrait permettre à quelques partis spécifiques sur certaines questions, comme c'est le plus connu, le parti animaliste, d'avoir une voix et de pouvoir au moins faire vivre cette voix-là, quoi. Alors à savoir, je ne suis pas rentrée dans le détail des dotations, mais juste petite précision, donc il y a 2 types de montants. Il y a un montant forfaitaire, donc qui est fixe, c'est bon, oui. Enchaîne. Et donc c'est 125 000 € qui sont donnés au parti. Et après, il y a un autre montant qui est un montant variable, où là c'est au vote, c'est 1,27 €, il me semble. Je l'avais juste là, je l'avais gardé au cas où. Ça fait 3 fois que je fais la même geste sur mon téléphone, il y a rien qui bouge. Ouais, mais c'est compliqué. Papy au but. C'est
2,5 € par voix non indexée et 3, en gros avec le montant de l'indexation, c'est 3,17 € par voix. Par voix, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a eu une... Ouais, l'indexation, c'est aussi adapté. Ouais. Mais donc voilà, au plus il y a de votes, au plus le parti, effectivement... Exact. Et en cas de mauvais score électoral, ça peut vraiment mettre un coup dur au parti, quoi. Eh ben écoute, merci beaucoup Aline de t'être penchée sur ce sujet obscur mais néanmoins capital. Celle-là je la ressortirai aussi, je l'écrirai. Obscur mais néanmoins capital. Mais qui es-tu exactement? Je sais pas, je suis un poète maintenant, j'écris mes trucs. On se quitte et avant de perdre tous nos derniers neurones, on se retrouve pour ma chronique juste après. l'alarme. Oui. A tout de suite. Dernière chronique, on va voyager un petit peu. Je Tu nous emmènes dans un pays chaud. Ouais. Quelque chose avec du soleil, qui nous inspire, tu vois. Oui, toujours Là où il y a- l'Argentine, Et non, est-ce qu'aussi on va aller au pays du Père Noël? C'est fun le Père Noël, non? On va en Finlande où dimanche dernier s'est tenu le premier tour des élections présidentielles. Encore un sujet Encore des politique. élections. Allez, encore des élections. En vrai, Mais c'est super intéressant. Et en vrai, c'est pourquoi? intéressant. Je vous en parle parce que la Finlande, on en parle très peu et pourtant, dans l'actualité, c'est intéressant. Je vous plante le décor. Là, je suis transporté. Ouais, vous êtes Là, je transporté suis là, dans un tout le monde est là. Dimanche dernier, dimanche 28 janvier, premier tour de l'élection présidentielle, les résultats tombent. Alexander, alors oui, petite précision, petite digression, j'ai bossé les prononciations des noms finlandais. Je m'excuse si c'est pas parfait. Vraiment, j'ai Mais fait il y a mon vraiment mieux. un effort dessous, quoi. Mais j'ai essayé de bosser. J'ai fait mon DeepL, j'ai fait la prononciation des mots, tout ça. Ok. J'ai fait mes devoirs. C'est compliqué. Donc, tolérance, s'il vous plaît. Le candidat qui arrive en tête est Alexander Stubb, candidat du parti de la Coalition nationale. C'est le parti qui est au Parlement en coalition avec l'extrême droite. Il a obtenu 27,2% des voix, ce qui le qualifie pour le deuxième tour. Et son concurrent au deuxième tour sera Pekka Haavisto. Franchement, je l'ai bossé celui-là. Impeccable. Le candidat de la Ligue verte, donc candidat centre-gauche écolo, qui a obtenu, lui, 25,8% des voix. Ces deux messieurs s'affronteront le 11 février dans le deuxième tour. Et celui qui gagnera aura l'honneur d'être le nouveau président finlandais. En troisième position, on retrouve le candidat de l'extrême droite. J'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié son nom. Je vous le redonnerai après parce que je à l'avais. droite. Ouais, c'est ça, je les avais bossés. Bien Attendez. bossé, quoi. C'est vraiment Je les dommage. avais. Ah non, j'ai oublié. Je crois que je voulais me le sujet noter. préféré. Ah, c'est Jussi Ella Ako. Voilà. Ah, t'es sûr. Jussi, son prénom. Ella Ako, C'est un homme c'est un homme. C'est un Ah, homme, ok, c'est un merci. homme, tout à fait. Je vais vous parler un peu de ces deux candidats, puisque leur position et leur parcours vont expliquer un peu pourquoi cette élection présidentielle est importante en Finlande et aussi est importante pour l'Union Européenne et le reste du monde. Maxence, tu peux envoyer le premier contender, s'il te plaît. Tu penses que là, C'est une en forte gros, on responsabilité. pourrait l'emporter? Les sondages, j'en parlerai un tout petit peu après, mais voilà, les sondages, voilà, c'est ce monsieur est Alexander Stubb, c'est le fils prodigue de l'élitisme européen et international. Ah, c'est un peu flou, ouais, pardon, autant pour moi. J'ai essayé de trouver une image pas floue. Mais non, c'est c'est pour, pas grave. c'est pour que C'est pas vous grave. ayez aussi un petit visuel, c'est pour que vous voyez un peu, que vous puissiez mettre un visage sur un nom. Alexander Stubb est formé donc dans des lycées finlandais jusqu'à son départ pour les États-Unis, où il était formé en Caroline du Nord comme chercheur en relations internationales, mais très vite, ce passionné d'institutions internationales va rentrer dans ces institutions. Et accrochez-vous, il a un CV européen qui ferait pâlir les institutions européennes elles-mêmes. Il est conseiller du président de la Commission européenne entre 2001 et 2003. Il est député européen de 2004 à 2007, et ensuite il est vice-président de la Commission du marché intérieur jusqu'en 2008, Il est tout fait. et après ça, il devient ministre des Affaires étrangères en Finlande, puis Premier ministre par intérim pendant un an, le temps qu'il y ait une passation de pouvoir, et ensuite il est ministre des Finances du gouvernement de l'actuel président, Niinistö. Il lui manque plus rien que de devenir président. Il a tout fait. Le gars, il a tout fait. Il a été ministre en Finlande, il a été dans toutes les arcanes européennes, il connaît les institutions européennes comme sa poche. Et Sylvie dit qu'il a un sourire très naturel. Et il a un sourire très naturel. Et en vrai, je trouve qu'il a un petit truc, Alexander Stubb.
deuxième Containers Maxence. Il est là. Et voilà. Et à ma gauche, enfin un tout petit peu plus à gauche, on retrouve l'habitué des deuxièmes places aux élections présidentielles finlandaises, On dirait un photo de Pekka profil. Haavisto. Lui, son truc, c'est plutôt la diplomatie en zone de conflit. Il a aussi été ministre de l'Environnement en Finlande. Il est encore maintenant, jusqu'à la fin de l'élection, ministre des Affaires étrangères finlandais. Mais le truc pour lequel il est plus connu, c'est son rôle dans les institutions internationales et européennes, puisque il a été diplomate auprès de l'ONU et de l'Union européenne dans divers sujets extrêmement complexes. Je vous en donne un ou deux. Il a été parmi les négociateurs de la paix au Darfour en 2005. Il a aussi beaucoup travaillé sur les enjeux environnementaux et les conflits des enjeux environnementaux en Irak, en Afghanistan, au Libéria, en Palestine, Il aime les sujets dans le légers. cadre du programme des Nations Unies. En gros, on a, je pense que vous l'aurez compris, 2 candidats experts en relations internationales et qui connaissent les rouages institutionnels comme leur Mais poche. qui est plus populaire que l'autre? Pour l'instant, Qui est en fait, ça va pas forcément se jouer sur la popularité. Alexander Stubb est perçu comme élitiste, un petit peu arrogant, mais très charismatique, ce Mais qui on peut plaît à voir. tout un camp politique. Par contre, Les jeunes. ils sont tous les deux. Oh ouais, il est Non, plus jeune, Alexander Stubb. Voilà. Alexander Stubb est plus jeune. Donc, Pekka Haavisto, lui, il est connu pour être un candidat du bien. Vous avez vu un peu dans toutes ses œuvres, il a beaucoup bossé pour le Sud global, il a beaucoup bossé, notamment aussi, je vous ai pas tout donné, mais sur des affaires de défense des populations locales contre des États. Il a beaucoup bossé sur les sujets de corruption. Et il a aussi... Est-ce que. Ah non, je veux juste participer. Ah, pardon, bah, je sais pas si on t'entend du coup, Max. Oui. Ok, on t'entend. Un petit peu normalement. Oui. Et du coup, ma question, c'est de ce que tu dis par rapport à ce. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une petite vibe Macron du coup? Est-ce qu'il n'y a pas une petite vibe Macron? Alors, je me hasarderai pas à des comparaisons comme ça, mais en fait, parce que le système politique finlandais et français est très très différent, donc en fait, Macron, il n'a pas du tout révolutionné le système politique comme l'a réformé Macron, mais en tout cas, il défend les mêmes idées. Oui, le parti de la coalition nationale, c'est un parti centre-droit, conservateur, libéral en économie, etc. Non, mais c'était plus ce que tu disais, un peu plus jeune et. Sourire aussi, coquette. Oui, peut-être plus charismatique, effectivement, il a ce côté qui peut plaire à la droite, de jeune cas dynamique qui a tout réussi, mais après, il a très peu bossé dans le privé aussi, hein. Surtout que c'était un gars des instants, c'était ce qu'on a qualifié avec tout le degré de plat en sauce qu'on trouve dans la gorge, un homme d'État. J'aime bien. Dernière petite précision, parce que ça a son importance aussi, c'est que Pekka Haavisto a tenté par 3 fois d'être président de la Finlande, et il s'est hissé 2 fois au second tour, et là c'est sa 4e tentative. Peut-être enfin la bonne, qui sait. Mais pourquoi est-ce que je vous disais que le profil de ces présidents était important? C'est parce qu'en Finlande, le rôle du président est tout à fait spécial. Donc la Finlande, je vous fais un petit topo rapide, c'est une république démocratique à la croisée entre le parlementarisme et un régime semi-présidentiel. Oula. Vous n'avez pas compris, Ça a c'est l'air, normal. ouais. Parlementarisme, ça veut dire que la plupart des lois et que le mot final revient au Parlement. Oui. Semi-présidentiel, ça veut dire qu'il y a des compétences réservées au chef de l'État, président, qui est le président. Et donc comment ça s'imbrique les deux ensemble? En fait, les sujets sont séparés. Ah. C'est-à-dire que le président a pouvoir d'initiative, c'est lui qui va donner le là et le ton de la politique étrangère, de la politique diplomatique, de l'armée, c'est le commandant en chef, comme le président français par exemple, c'est le commandant en chef des armées, et voilà en fait à peu près à quoi va se limiter le rôle du président. Et donc avoir des candidats qui tous les deux connaissent comme leur poche les rouages de la diplomatie internationale, ça a son importance. Et ça a d'autant plus son importance en Finlande, puisque dans l'actualité récente, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en Europe, il y a eu un petit conflit qui s'est... C'est vraiment très récent. C'est vraiment très récent, un petit conflit qui s'est embrasé, et la Finlande n'a pas du tout été froide par rapport à ça, moi aussi, puisque quand la Russie a envahi l'Ukraine, les Finlandais ont eu très très peur.
Et je vous explique pourquoi avec juste une petite carte. Maxence, tu peux envoyer la carte de la Finlande, s'il vous plaît. La Finlande est tout simplement le pays européen avec la frontière terrestre la plus grande avec la Russie. Elle est même, c'est la moitié de la frontière terrestre commune avec la Russie en Europe. Pour être très exact, c'est 1300 km de frontière commune, et quand les Russes se prennent d'ardeur belliqueuse, les Finlandais tremblent, et je pense qu'on peut les comprendre. Et rejoignent l'OTAN. Et voilà, et tout ça a culminé, vous l'aurez compris, avec l'adhésion en 2022 de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. La Suède, non, elle n'est pas encore. La Suède n'est pas encore, pardon. Ça va probablement se décider dans 15 jours. Voilà, c'est pour ça on en parlait, mais l'application a été faite. Juste une petite digression avant de repartir sur ces enjeux internationaux, puisque j'ai eu la chance de m'entretenir avec Anna Tuominen. Maxence, tu peux envoyer la photo de cette chère Anna, qui est professeure à l'université d'Helsinki, qui est même directrice du programme de master en études politiques nordiques et européennes. Et elle me disait que cette élection avait un goût un peu particulier dans la bouche des Finlandais, non seulement avec cette fameuse adhésion de la Finlande dans l'OTAN, mais aussi puisque cette fois-ci, bizarrement, beaucoup d'enjeux de politique domestique ont été abordés, alors que, je vous l'ai dit, normalement, le président, lui, ce qu'il occupe, c'est les affaires internationales. Et ça peut s'expliquer, ce fait que la politique domestique est revenue sur la scène présidentielle, puisque depuis aujourd'hui, mais ça bouillait un petit peu depuis quelques jours, la Finlande connaît ses plus grandes grèves, son plus grand mouvement social depuis les années 1970. Vous imaginez un peu la date, il y a 300 000 Finlandais et Finlandaises qui étaient attendus aujourd'hui dans les rues de la capitale. 300 000 personnes dans un pays comme la Finlande qui compte 5,5 millions d'habitants. J'ai fait un petit calcul de point de table, comme ça, avec ma calculette. Ça fait 1/16e de la population. C'est énorme. Et donc en fait, ce mouvement social a été engrangé puisque le gouvernement en place a pris des mesures drastiques austéritaires et pour un peu massacrer le code du travail, ce qui a enragé tout le monde. Et depuis hier, les crèches sont fermées, les transports, aéroports, gares, trains, bus, tout ça, il n'y a plus. Les universités sont fermées, tous les centres névralgiques, voilà, blocage complet, et les syndicats appellent vraiment au retrait de cette réforme du code du travail, puisque sans ça, ils considèrent qu'ils ne pourront plus bosser, et ça va fortement impacter les plus faibles en Finlande. De toute façon, tout ce qui est politique austéritaire et cassage du code du travail, en Europe de l'Ouest, on est quand même plus ou moins familier de ces concepts. On repart sur l'enjeu monde de la Finlande et sur ce que ces élections vont changer ou pas pour le reste du monde et pour l'Union européenne. J'ai demandé au professeur Tuominen ce qu'elle pensait, si elle pouvait me donner les grandes idées, les grands principes de ces deux candidats pour pouvoir un peu les départager. Et elle m'expliquait qu'en fait, en termes de diplomatie, ils se rejoignent quand même pas mal. Et c'est notamment, ça se traduit aussi dans les sondages, puisque 80% de la population finlandaise adhère à ce nouveau positionnement de la Finlande sur la scène internationale, avec la Finlande qui rejoint l'OTAN. Le seul endroit qui pourrait les différencier, c'est leur relation aux armes nucléaires. Donc j'ai petit sujet, mais avec des grandes conséquences. C'est ça. Puisque maintenant que la Finlande... Oh oui, elle est belle. Sujet radioactif même. Maintenant que la Finlande est membre de l'OTAN, certains accords pourraient prévoir l'installation de bases, ou alors même d'armes nucléaires, ou alors simplement même le transfert, le fait que les armes nucléaires passent par la Finlande. Et ça fait débat. Parce que je vous l'expliquais juste après pour finir et pour vous donner un peu une perspective, mais la Finlande historiquement est un pays qui se veut pacifique et neutre entre les deux blocs, les deux ex-blocs, donc les États-Unis d'un côté et l'URSS. Et ce coup des transferts d'armes et positionnement d'armes nucléaires sur le sol finlandais, ça fait gros débat, même si, apparemment, selon le professeur Tuominen, Alexander Stubb y serait quand même beaucoup plus favorable que Pekka Haavisto, et c'est peut-être là où va se jouer la différence entre les deux, sur ça et sur les différentes coalitions que les partis qui sont quand même présents en Finlande vont apporter ou pas leur sujet clivant de ces élections. Quoi. Et je vous disais que c'est assez récent pour la Finlande ce positionnement qu'on qualifie souvent d'atlantiste,
qui veut juste dire que la Finlande rejoint l'OTAN. L'OTAN, pardon, j'ai même pas donné le sigle, c'est l'Organisation transatlantique. Ouais, j'ai oublié. Le traité de l'Atlantique Nord, pardant. Mais en fait, c'est de C'est dire marrant que... que tu ne bugs pas du tout sur les noms des personnes finlandaises. Mais par contre, là, parce que ça... là, j'ai trop de fou, mon hein. cerveau En fait, qui est orienté là-dessus et passé sur le reste. Mais voilà, ce positionnement-là est très nouveau. Le fait que la Finlande rejoigne les États-Unis pendant longtemps, l'identité finlandaise était extrêmement liée à cette neutralité. Et certains en Finlande s'inquiètent un peu. J'avais lu un très très bon article du Monde diplomatique d'un autre chercheur Quelle surprise. de l'université d'Helsinki, Heikki Patomäki, qui expliquait que ce lien de la Finlande avec l'OTAN pouvait peut-être mener à l'escalade des conflits et en tout cas pourrait aussi faire de la Finlande une sorte de vassal des États-Unis et enrager encore plus Vladimir Poutine. Le professeur Tuominen expliquait que Heikki Patomäki était une des rares voix qui s'était élevée contre l'OTAN, mais je trouvais que c'est intéressant de noter que en fait, cela n'a rien d'anodin si la Finlande casse complètement cette tradition qui pendant longtemps faisait son identité et rejoint le bloc atlantiste. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà largement dépassé mon temps. Je m'en excuse encore une fois. 15 intéressant. minutes, chill. C'est cool parce que c'est vrai qu'on parle jamais de la... Enfin, on parle jamais. On parle assez rarement de la Finlande et globalement des pays d'Europe du Nord, je trouve. Ouais, c'est pour ça. Et moi, c'est un pays. En fait, si j'en parle aussi, c'est parce que c'est un pays où j'ai vécu. J'ai fait mon échange là-bas et c'est un pays que j'aime beaucoup, beaucoup. En étant là-bas, j'ai pu m'intéresser à tout ce qui se passe au niveau politique nordique. Et si vous avez du temps dans votre vie, je vous encourage à aller regarder un peu ce qui se passe parce que c'est très très intéressant, notamment si les sujets d'éducation vous intéressent. Bah, j'ignorais même que tu avais passé du temps là-bas, tiens. Ouais, c'est ça. Je le découvre aussi maintenant. Donc. Ah, Voilà. Bah, en fait, tout le monde aura appris des trucs dans cette émission. Augustin C'est a eu clair, 26 hein, vies C'est environ. ça. Bon, on va s'arrêter là Ouais, pour ce soir. on va Merci s'arrêter Augustin là. pour cette chronique. Avec plaisir. On vous retrouve le chat dans 2 semaines avec le sourire, la banane Le et 15 des février. nouveaux sujets encore plus fun que cette émission. Et oui, c'est possible. Ce sera pas difficile. Ce sera pas difficile. On vous fait des gros bisous. On se rejoint bientôt dans 2 semaines. On se rejoint bientôt dans 2 semaines. Oh, excusez-moi. Sinon, on peut se rejoindre aussi sur Facebook, Instagram, Ouais. Twitter. Comme enfin, d'habitude, X, etc. n'hésitez Vous pas à nous connaissez. mettre un follow. N'hésitez pas à vous abonner si vous le pouvez. Merci à vous d'être là à chaque émission. Lisez le monde diplo. Aussi, si vous pouvez. À la prochaine. Gros bisous, bye bye. Salut, salut. Ciao.